La grande majorité des fantassins américains envoyés sur les lignes de front de la guerre du Vietnam entre 1964 et 1973 avaient seulement 18 ou 19 ans. En fait, 30% de tous les soldats au Vietnam avaient seulement 21 ans ou moins. Des milliers de jeunes hommes qui n'avaient d'ailleurs jamais tenu une arme de leur vie ont reçu l'ordre de quitter leur foyer et de partir vers un enfer terrifiant dont ils ne reviendraient peut-être jamais. Ce qui les attendait était au-delà de tout ce que leur pire cauchemar aurait pu imaginer. Des tirs nourris, des conditions humides et souvent insalubres, et la possibilité de croiser à chaque instant des combattants de la guérilla déterminée. Aujourd'hui, nous nous mettons à la place d'un soldat de 19 ans envoyé à la guerre du Vietnam, vivant la descente terrifiante dans la bataille. Ce que si peu d'entre nous pourraient même commencer à imaginer. En 2026, nous découvrirons comment ces jeunes hommes ont été enrôlés et formés, comment ils sont entrés dans la bataille et comment, tragiquement, beaucoup d'entre eux allaient y mourir. Bienvenue à Guerre du Monde. Bien sûr, de nombreux soldats de la guerre du Vietnam, même ceux d'un âge particulièrement jeune, étaient déjà dans l'armée au moment où la guerre a éclaté. La conscription, autrement appelée la mobilisation, a été mise en place au début des années 1960 et l'armée des États-Unis en est devenue de plus en plus dépendante. À la moitié de la décennie, les méthodes par lesquelles de jeunes soldats étaient enrôlés dans l'armée ont changé au cours des années 1960. Avant décembre 1969, après votre 18e anniversaire, vous deviez vous rendre dans votre bureau local du service de sélection et vous inscrire auprès de l'armée. Les soldats étaient sélectionnés pour la conscription en fonction de leur âge. Les recrues âgées de 18 à 26 ans étaient enrôlées, généralement selon un système privilégiant les plus âgés en premier. Les bureaux d'enregistrement locaux devaient remplir certains quotas d'hommes enrôlés dans l'armée chaque mois. En 1969, cependant, l'armée des États-Unis a introduit un système de loterie pour la conscription des nouvelles recrues. Cela a été mis en place à la suite de plaintes selon lesquelles l'ancien système de conscription était injuste. Les soldats enrôlés sous l'ancien système de conscription pouvaient, par exemple, choisir de reporter leur service s'ils terminaient leurs études universitaires. Cependant, cela défavorisait les hommes à faible revenu, et le système a donc été entièrement réformé le 1er décembre 1969. Le nouveau système de loterie était basé sur la date de naissance du conscrit. Avec 366 boules, chacune portant une date inscrite dessus, était tirée au hasard d'un tambour rotatif. La première boule tirée était celle du 14 septembre, ce qui signifiait que tous les jeunes hommes nés à cette date seraient les premiers appelés à la conscription. Boule après boule était tirée, créant une file de dates, formant ainsi l'ordre dans lequel les hommes seraient enrôlés dans l'armée. Ce qui signifiait que ceux dont les dates d'anniversaire étaient tirées en dernier pouvaient souvent se détendre, car il était peu probable qu'ils soient appelés à combattre. En général, la conscription était considérée comme profondément terrifiante parmi les jeunes hommes aux États-Unis pendant la guerre du Vietnam. Cela créait une atmosphère constante d'anxiété et d'incertitude, et il devenait soudainement très difficile de planifier l'avenir. Beaucoup de jeunes hommes n'avaient aucun intérêt à rejoindre l'armée, ou craignaient activement l'idée de devoir marcher au combat et pointer une arme sur un autre être humain. Mais cela devint rapidement la monstrueuse réalité. Pour beaucoup, la conscription pouvait entraîner une modification permanente ou une fin prématurée de la vie d'un jeune homme, et le système était impopulaire. De plus, la guerre du Vietnam était considérée par beaucoup de ces hommes comme une guerre sans but clair. Et la conscription ne faisait qu'alimenter l'énorme gaspillage de vie provoqué par ce conflit.
Une fois qu'un jeune homme était conscrit dans l'armée, il commençait une période obligatoire de 2 ans de service pour son pays. Cela signifiait généralement servir dans l'armée, et de nombreux conscrits connaîtraient de l'horreur des combats. Si vous refusiez de servir, vous risquiez une peine de prison ou une radiation pour conduite déshonorante. Ceux qui avaient été enrôlés passaient rapidement un examen médical pour s'assurer qu'ils étaient bien aptes à combattre, suivi d'une période d'entraînement de 4 à 6 mois. Cette période d'entraînement était elle-même éprouvante, extrêmement intense, conçue pour transformer rapidement de jeunes hommes ordinaires en soldats aguerris. Des hommes, sans aucune formation militaire préalable, étaient forcés de relever des défis physiques rigoureux et étaient poussés à leurs limites absolues. Les instructeurs étaient souvent extrêmement stricts et soumettaient les hommes sous leur commandement à des parcours d'obstacles et à des exercices physiques conçus pour mettre à l'épreuve même les soldats les plus endurcis. Souvent, si une recrue trouvait le processus d'entraînement difficile, elle était ciblée par l'instructeur dans un environnement de pression constante et extrême. En dehors de cet entraînement physique intense, les recrues recevaient une formation au tir, à la patrouille et aux manœuvres militaires. Au fur et à mesure que la guerre progressait, la façon dont ces soldats étaient entraînés évoluait également. Avec le temps, le processus de formation était devenu plus spécialisé afin de s'adapter à différents scénarios et conditions sur le champ de bataille. Étant donné que beaucoup de leurs ennemis au Vietnam étaient des combattants de la guérilla, une formation spéciale était dispensée pour apprendre à repérer les signes de ce type de guerre. Certains soldats rapportaient qu'au cours de cette période, ils ne recevaient donc pas d'armes réelles pour s'entraîner, ce qui les obligeait à apprendre rapidement une fois déployés. Après la période d'entraînement, les soldats bénéficiaient généralement d'une période de permission avant de commencer leur mission, qui durait généralement de 12 à 13 mois. C'était souvent leur dernière chance de voir leur famille, de passer du temps avec leurs amis et de participer aux activités qu'ils appréciaient, avant d'être déployés dans les horreurs du champ de bataille. C'était une dernière période de calme fragile et incertain avant qu'ils ne soient envoyés dans les pires scènes qui se déroulaient sur la planète Terre. Tragiquement, beaucoup ne reviendraient de jamais. Après l'entraînement, vague après vague de recrues de 18 et 19 ans étaient déployés au Vietnam et beaucoup allaient connaître des combats intenses tout au long de leur service. Les nouveaux arrivants, souvent appelés cerises par le personnel expérimenté, recevaient généralement une période d'orientation et de formation supplémentaire de 2 semaines. Elle était souvent insuffisante face aux réalités difficiles que beaucoup allaient affronter sur le champ de bataille. Les soldats nouvellement arrivés remplaçaient souvent ceux dont la mission touchait à sa fin, ce qui entraînait un flux constant et tournant d'unités entrant et sortant du Vietnam. Le Vietnam ne ressemblait à aucun endroit que la plupart de ses recrues avaient connu. De fortes pluies de mousson s'abattèrent sur le sol, le transformant en une boue épaisse. Ce qui, combiné à la densité de la jungle et au relief montagneux de la campagne, rendait extrêmement difficile le déplacement des soldats d'un point A à un point B. Il n'était pas facile pour les soldats de combattre dans une telle chaleur et humidité intense, surtout en portant tout leur équipement, leurs armes et leurs munitions. La jungle cachait aussi ses propres dangers. Les sangsues, les moustiques et les tiques étaient des adversaires courants. Mais ils n'étaient pas aussi dangereux que les nombreuses espèces de serpents venimeux qui rôdaient dans les sous-bois de la jungle. Il était bien plus difficile de mener un combat déjà très ardu, lorsque l'on avait l'impression que l'environnement lui-même se retournait contre vous. Et puis, bien sûr, il y a le combat lui-même. Beaucoup de jeunes hommes enrôlés pour le Vietnam n'avaient même jamais tenu une arme auparavant, encore moins visé ou tiré sur un autre être humain. Pour beaucoup, cela aurait été une forme de tourment psychologique, car de nombreux conscrits n'étaient même pas d'accord avec la présence de l'Amérique au Vietnam dès le départ. Des troubles de santé mentale, tels que le trouble de stress post-traumatique, la dépression et une anxiété intense, auraient été courants dans cet environnement. Ce n'était pas adapté pour les accueillir.
et les émotions ressenties par ces jeunes hommes seraient restées sans réponse pendant des mois, voire des années. Si le concept même de la guerre n'était pas suffisant pour terrifier un jeune soldat inexpérimenté, alors la manière générale dont la guerre du Vietnam était menée l'aurait certainement été. Il n'y avait pas de ligne de front claire au Vietnam. Les soldats faisaient constamment face à des attaques du Viet Cong venant de plusieurs directions, et il devenait extrêmement difficile de savoir d'où ou quand la prochaine attaque pourrait survenir. Les troupes américaines ont adopté la tactique connue sous le nom de « chercher et détruire » afin de faire face à leur ennemi. Cela consistait à envoyer des troupes en profondeur sur le territoire ennemi pour repérer une présence hostile, puis à faire tout ce qu'elles pouvaient pour la neutraliser. C'était risqué et certainement controversé, et cela a entraîné une grande perte de vies humaines. Les succès sur les champs de bataille vietnamiens étaient généralement mesurés en nombre de morts plutôt qu'en territoire conquis. De nombreuses zones étaient à traverser, puis souvent abandonnées, ce qui permettait aux Viet Cong de reprendre tout simplement le même territoire que les Américains avaient combattu et souvent perdu la vie pour capturer. Cela rendait extrêmement difficile de savoir dans quel sens allait la guerre, ce qui ne faisait qu'ajouter au stress constant et au désenchantement vécu par les soldats américains. Le Viet Cong utilisait des méthodes non conventionnelles pour repousser les forces américaines, ce qui aurait été extrêmement difficile à anticiper lors de l'entraînement. En utilisant la guerre de guérilla, le Viet Cong était généralement spécialisé dans des embuscades brutales. Ils attaquaient rapidement et violemment avant de se replier dans la jungle. Aussi rapidement qu'ils étaient apparus, cela signifiait qu'une attaque terrifiante pouvait surgir du feuillage à tout moment sur une patrouille américaine sans méfiance. Et la capacité du Viet Cong à prendre son ennemi par surprise était terriblement efficace. De plus, le Viet Cong était habile à improviser sur le champ de bataille, utilisant l'environnement complexe de la jungle à son avantage. Il construisait des réseaux de tunnels sous le sol de la forêt afin de se cacher des ennemis approchant, ce qui les rendait extrêmement difficiles à éliminer. Avec les frappes aériennes ou les tirs d'armes à feu, les champs de bataille de la guerre du Vietnam étaient souvent restreints par nature, forçant les combats à se dérouler à courte distance. Cela permettait aux Viet Cong d'utiliser des pièges faits maison, profitant ainsi des soldats américains. Un style de piège populaire et particulièrement efficace était l'utilisation de ce que l'on appelle des bâtons panji, des tiges de bambou aiguisées qui étaient dissimulées dans des fosses sous le sol de la forêt. Les Américains imprudents qui traversaient le territoire du Viet Cong pouvaient passer à travers les couvertures des pièges et se retrouver avec les jambes ou les pieds empalés sur le bambou. Et si cela ne suffisait pas, ces pointes de bambou pouvaient être enduites de boue ou même d'excréments, ce qui favorisait l'infection des blessures. Le Viet Cong piégeait également les passages dans la jungle en utilisant des grenades à mèche raccourcie. Celles-ci étaient souvent déclenchées par des fils-pièges qui, une fois activés, faisaient immédiatement exploser la zone environnante en 1000 morceaux. Dans d'autres cas, le Viet Cong capturait les serpents venimeux vivant dans les forêts du Vietnam et les enfermait dans des pièges à fosses creusées dans la terre. Les soldats qui tombèrent dedans se retrouvaient souvent victimes d'un venin brûlant, avec très peu de chances de survie dans les profondeurs de la jungle vietnamienne. Les tactiques de guérilla utilisées par le Viet Cong étaient extrêmement efficaces, surtout contre les hommes inexpérimentés enrôlés dans l'armée des États-Unis. Ils utilisaient la piste Ho Chi Minh pour déplacer facilement des fournitures et des troupes depuis le nord à mesure que les Américains avançaient, et ils semblaient disposer d'une réserve inépuisable de soldats. Cela était en partie dû au fait que le Viet Cong bénéficiait du soutien de la population civile. Il s'intégrait dans les communautés locales, créant de petites alliances à travers le pays. Les troupes américaines avaient du mal à distinguer les combattants des civils, une stratégie très intentionnelle du Viet Cong pour prendre l'avantage. 58 222 soldats américains sont morts au cours de la guerre du Vietnam et plus de 150 000 autres ont été blessés.
Étant donné que beaucoup de ces soldats étaient de jeunes hommes inexpérimentés qui n'avaient pas le choix et devaient se battre pour une guerre qu'ils jugeaient inutile. Il est terrifiant d'imaginer certaines des scènes et des histoires qui se sont déroulées. Des coups de feu, des explosions, des camarades et des amis tombant dans des pièges ou étant capturés par le Viet Cong. Tout cela faisait partie du quotidien de ces jeunes hommes malchanceux. Bien que la guerre du Vietnam soit loin derrière nous, beaucoup de ces survivants portent encore les cicatrices physiques et mentales causées par les horreurs de ces nombreux combats. Alors que nous avançons vers un avenir incertain, espérons que la conscription restera une chose du passé. Merci d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui. Si vous l'avez trouvée informative, merci de laisser un j'aime ou un commentaire ci-dessous. Tout notre contenu, de la recherche et l'écriture du script jusqu'au montage et à la narration, est entièrement réalisé par des humains sans utilisation d'IA. Alors, si vous souhaitez soutenir notre chaîne, pensez à vous abonner et à utiliser l'icône de cloche pour recevoir des notifications lors de la sortie de la prochaine vidéo de Guerre du Monde. Merci d'avoir regardé.